L'évolution des missions de la GRH. Alors, la politique de rémunération. On va traiter ça dans une prochaine vidéo, en long, en large, en travers, parce que ce sont des dispositifs qui sont extrêmement importants aujourd'hui. L'évolution des politiques de rémunération, donc individualisation, c'est clair. On paye les individus et pas une catégorie de personnel, parce que chacun contribue d'une manière différente. La réversibilité. La rémunération qui est accordée en partie doit pouvoir être supprimée. C'est donc à la fois cette réversibilité, c'est le résultat de la flexibilité, de la variabilité de la rémunération. Exemple type d'éléments de rémunération réversible, la prime individuelle. En principe. Parce qu'une prime individuelle qu'une entreprise a l'habitude de verser à ses salariés, eh bien, finit par être considérée par ses salariés comme un élément permanent de rémunération. Et psychologiquement, même si sur le papier, l'entreprise peut supprimer la prime, psychologiquement, c'est très très mal vécu parce que c'est vécu comme une baisse de salaire. Alors que ce n'est pas le cas. On a oublié, avec le temps, le rôle de la prime, justement. Fidélisation. Et oui, la rémunération, elle doit aussi fidéliser. Fidéliser, ça veut dire récompenser, mais ça veut dire aussi, mieux que payer l'ancienneté, rémunérer la confiance. Finalement, qu'est-ce qui est important dans un salarié avec qui on a l'habitude de travailler depuis de nombreuses années? Le plus important, c'est la confiance. Et c'est ça qui se rémunère plus que l'ancienneté. Ce n'est pas parce que la personne a 10 ans de maison, nécessairement qu'elle est plus compétente que si elle n'a qu'1 an de maison. Par contre, généralement, j'ai plus confiance dans un salarié que j'ai gardé 10 ans, dont je connais bien le fonctionnement. En tous les cas, je sais dans quelles limites je peux accorder ma confiance, on va dire ça comme ça, qu'un salarié que je connais très peu. Et donc ça se rémunère. La confiance dans l'entreprise, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc la fidélisation se paye. La politique d'emploi. Alors, l'emploi variable d'ajustement des entreprises, donc, vous l'avez compris, ça devient quelque chose de très très chaud pour les DRH. Il y avait des articles il y a quelques années qui titraient tous sur des slogans du style « le blues des DRH », etc. Pourquoi ? Parce que ces gens sont parfois impliqués durablement et pendant une année sur des plans de licenciement. C'est leur travail. L'essentiel de leur travail, c'est de monter des plans de licenciement. Donc ce n'est pas extrêmement positif, mais ça fait partie du job aujourd'hui. Dans une entreprise, un DRH ne fait pas que recruter. Il doit aussi savoir licencier. Donc, comme ça devient la principale variable d'ajustement, eh bien, effectivement, ce sont des missions qui sont récurrentes. Entre gestion prévisionnelle des emplois des compétences et flexibilité de court terme, eh bien, on s'aperçoit que le développement de la politique d'emploi se fait à 2 vitesses. Donc, on a une flexibilité assez dure socialement sur le court terme, généralement, alors que sur le long terme, on essaye d'avoir des choses beaucoup plus progressives. Fidélisation et précarisation. Donc, vous voyez, il y a les deux mondes qui cohabitent dans l'entreprise. C'est grave d'ailleurs ça, parce que on est en train de... Depuis longtemps, les économistes sont d'accord sur la dualité du marché du travail. De dire, voilà, il y a un marché du travail primaire, sur lequel se retrouvent les salariés les plus compétents, les mieux rémunérés, aux jobs les plus intéressants, les plus évolutifs, d'accord, ceux qui ont tout. On va la faire un petit peu cliché. Ceux qui ont tout, puis de l'autre côté, ceux qui n'ont rien. Le marché secondaire, c'est-à-dire les gens qui ont des boulots sans qualification, mal payés, atypiques et précaires. Cette dualité sur le marché du travail, elle a été signalée par quasiment tous les économistes qui étudient l'évolution des marchés du travail en Europe. Le problème, c'est que le cloisonnement entre ce marché primaire et ce marché secondaire est de plus en plus étanche. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui restent fixées de plus en plus longtemps sur le mauvais marché du travail, sur le marché secondaire. Eh bien, ce clivage est en train de se développer dans les entreprises, où on a 2 types d'emplois dans les entreprises. On a les salariés permanents, qualifiés,
avec de l'ancienneté, avec des responsabilités, avec des bonnes rémunérations, avec des avantages sociaux, etc., qui sont le squelette de l'entreprise, souvent, son architecture, et puis, dans les trous, eh bien, on va mettre, je suis désolé de parler comme ça quand il s'agit d'hommes, on va mettre des bouche-trous. C'est-à-dire des gens qui sont très facilement substituables, et d'ailleurs dont on ne va pas se priver de gérer les remplacements, souvent accélérés. Donc, cette précarité de l'emploi, elle est maintenant intégrée dans les politiques des entreprises et avec deux catégories de personnel. Alors attention, pas être trop loin là-dessus, parce que la cohésion sociale, le travail en équipe, les démarches transversales dont nous parlions tout à l'heure, évidemment, au bout d'un moment, ça ne va pas être possible avec ce genre de fonctionnement. Mais c'est une tendance qui se dessine quand même assez nettement dans nos entreprises. La politique de formation professionnelle, autre grande mission de la gestion des ressources humaines, adapter les compétences obligatoires en fonction de l'évolution des environnements d'affaires. Quels sont les enjeux de la politique de formation? Les enjeux, ils sont doubles. Et ils sont, pour les deux, positifs pour les deux partenaires de la relation de formation, les deux intéressés de la relation de formation. C'est-à-dire l'entreprise elle-même qui cherche du résultat économique, qui va atteindre un plus fort niveau de compétitivité avec la formation des hommes. Donc, elle, c'est l'avantage recherché. Mais dans le même temps, les hommes vont devenir plus employables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la condition pour un salarié de base de pérenniser son emploi, c'est d'accepter et d'être volontaire pour des actions de formation professionnelle. C'est la condition de la pérennité à long terme de quasiment tous les emplois. Les compétences d'un salarié qui ne se forme pas sont de plus en plus rapidement obsolètes. Donc, l'enjeu de la formation est extrêmement lourd, je dirais, pour les deux camps. Vous savez qu'il y a eu une réforme de la contribution financière des entreprises aux actions de formation professionnelle. Donc ça demande aussi un certain nombre d'adaptations de la part des directions des ressources humaines. Et puis, des réformes sur le contenu. Alors, là aussi, entrée de l'individualisme. Qu'est-ce qui s'est développé dans le domaine de la formation continue, la formation professionnelle? Eh bien, il s'est développé essentiellement des dispositifs au bénéfice des individus, et non pas des dispositifs collectifs. On parlait du DIF, mais on parle aussi de la validation des acquis par l'expérience. Pour un individu en particulier, avec une formation en particulier. Et puis, on est en train de réhabiliter le congé individuel de formation. Le congé individuel de formation dont je vous annonce que l'on prépare une nouvelle version, un congé individuel de formation hors temps de travail. C'est-à-dire, il n'y a plus de congé là en fait. C'est-à-dire qu'on va permettre des formations longues à des salariés, éventuellement, du coup comme ce sera beaucoup moins coûteux, on pourra permettre à un salarié de passer un BTS ou un DUT en bénéficiant de dispositifs de validation d'acquis, parce que professionnellement, il sait déjà faire des choses, donc il aura un minimum, si vous voulez, de matière à passer dans ses examens, mais ce salarié, il ne va pas prendre comme auparavant un an d'année sabbatique payé par le dispositif pour se former à plein temps en formation initiale dans une université ou dans une école. Il le fera en dehors de son temps de travail. Mais il sera financé, la formation sera totalement financée par l'entreprise. Donc c'est bien la tentative de réactivation de ces dispositifs qui vont permettre les mutations professionnelles assez profondes, puisque là on est sur des formations longues d'1 an ou de 2 ans.